Chers auditeurs, chers lecteurs, Libremédia est à Paris pour une série d'entrevues, de portraits avec des intellectuels et des personnalités. Nous avons rencontré en premier Christian Rioux, qui est le correspondant du Devoir à Paris. Christian Rioux a choisi 3 lieux emblématiques de Paris, mais 3 lieux qui en disent beaucoup pour lui dans sa carrière de journaliste. Alors, c'est un départ. Salut, Monsieur Rioux, comment allez-vous? Très bien. Merci de nous recevoir. Merci de recevoir Libremédia à Paris. C'est un plaisir. C'est un plaisir. On est, vous l'avez remarqué, on est à Paris, et je viens de le dire. On est ici pour faire une série d'entrevues avec des personnalités, avec des intellectuels, dont Christian Rioux, que vous connaissez, qui est correspondant du Devoir à Paris depuis quoi, 30 ans? Presque. Presque 30 ans. Entre 25 et 30 ans, mettons. Un peu plus que 25, un peu moins que 30. Incroyable. Et Christian a choisi 3 lieux emblématiques de Paris pour nous parler de son rapport à la France, son rapport au Québec et des liens qu'il y a encore entre le Québec et la France. Mais aussi, on s'intéresse à ton regard sur le monde occidental en particulier. Christian, le premier lieu que vous avez choisi, le Bataclan, tristement célèbre. Pourquoi? J'ai choisi le Bataclan d'abord parce que je suis journaliste. J'ai couvert l'attentat du Bataclan le soir du 13 novembre 2015. Moi, j'habite en haut de la côte sur Belleville, ici. Je suis parti en courant, je suis descendu ici, j'ai vu les corps de police, j'ai vu la presse internationale qui était déjà rendue sur place. Je suis revenu ici le lendemain. Le surlendemain, j'ai interviewé les commerçants, j'ai parlé aux habitants, à tout le monde. J'ai refait ça un an plus tard parce que dans mon travail, je dirais qu'il y a eu un avant et un après le Bataclan. Ah, quand même, 1 an 0, quoi. Si on veut. C'est-à-dire que, évidemment, avant, il y avait eu Charlie Hebdo, mais Charlie Hebdo, vous voyez, ça pouvait faire des polémiques. Est-ce que dans le fond, ils l'avaient pas cherché? Est-ce qu'ils étaient pas islamophobes? Ils blasphémaient? Dans l'islam, ça ne se fait pas. Oui, était-il raciste? Bon, on pouvait faire ce genre de débat intellectuel un peu ridicule et ça occupait les médias. Quand le Bataclan est arrivé, on pouvait pas faire ça. Et en même temps, on touchait, je dirais, ce qui est peut-être, qui fait partie de l'essence de la France, de l'esprit français, c'est-à-dire le plaisir, les terrasses, la séduction. Et je pense que c'est ce jour-là que la France a compris que oui, l'islamisme, c'était grave, oui, c'était important, oui, c'était un mouvement historique. Indépendamment de ce qu'on pense ou ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les musulmans, les arabo-musulmans, enfin, appelez-les comme vous voulez, indépendamment de ça, on était devant un événement historique. Et pour un journaliste, être devant un événement historique, la dernière fois que j'avais été devant un événement historique comme ça, c'est au moment de la chute du mur de Berlin que j'avais eu la chance de couvrir, mais longtemps avant. Est-ce que Paris a changé depuis le 13 novembre 2015? Est-ce qu'il y a eu une sorte de rupture ou est-ce que la vie a repris exactement comme elle était avant? La vie a repris, évidemment, parce que la vie, ça reprend toujours, et tant mieux, et heureusement. Mais oui, Paris a changé. Je pense que Paris a changé. Je dirais qu'il y a un peu moins cette frivolité qu'il pouvait y avoir, cette inconscience, cette légèreté, je dirais, de la vie parisienne. Elle est moins aujourd'hui, elle est beaucoup moins présente. Les Français ont pris conscience qu'ils vivaient dans une époque inquiétante, dangereuse. La question de la sécurité, la question de l'immigration sont partout. Tout le temps. Elles étaient là avant. Mais c'est comme le moment, je dirais, où on prend conscience de ces grands enjeux-là, qui sont des enjeux politiques, démographiques, absolument fondamentaux. Et donc, oui, moi, j'ai changé. Je me souviens très bien qu'après le Charlie Hebdo et le Bataclan, mes amis me disaient que j'avais changé. Et je leur disais oui, j'ai changé. Dans quel sens? Parce que moi aussi, j'ai pris conscience de ça. Moi aussi, j'ai réalisé que... C'est quoi? Parce que Paris se sentait invincible ou quoi? Qu'est-ce qui est... Paris, c'est une grande capitale du monde. Paris, c'est la fête. C'est la première destination touristique du monde. Venir à Paris, c'est le plaisir, c'est la joie. Et Paris avait été quand même
plutôt épargné. C'était pas donc oui, Paris a changé parce qu'elle a pris conscience que l'islamisme était un mouvement politique inquiétant, dangereux, assassin, mortel, qu'elle a pris conscience qu'elle avait de très, très grands problèmes d'immigration. La France le savait, ça se disait, on en parlait depuis 20 ans, mais je dirais que là, c'est devenu une évidence. Est-ce que le Québec, lui, est-ce qu'il a tiré les leçons de ce 13 novembre 2015, ou est-ce que vous avez senti également au Québec une sorte de prise de conscience par rapport à ces événements-là où on était trop loin? Non. Non, quand je vous disais que mes amis me trouvaient que j'avais changé, c'est qu'eux n'avaient pas changé, voyez. C'est qu'ils trouvaient qu'il y avait une distance, effectivement, qui s'était établie. Et c'est vrai qu'après le Bataclan, moi, facilement, je sentais, quand je parlais de ces événements-là, je sentais une distance. Oui, je sentais pas l'attention que j'aurais voulu. Est-ce que le Québec est naïf par rapport à tout ça? Oui. Je pense que le Québec est naïf. C'est une des caractéristiques, une des belles, parfois, caractéristiques de notre peuple, mais pas toujours. Pas un peu trop. Oui, parfois c'est exagéré. C'est assez amusant. J'ai souvent perçu mon rôle en France comme ça, c'est-à-dire, en arrivant ici, j'avais des fois l'impression que nous, en Amérique, on savait faire. Hein? Et je me suis rapidement aperçu que il fallait être un peu plus humble et qu'il fallait écouter, voir qu'est-ce qui se passait ici pour essayer de prévenir mes compatriotes, de prévenir les Québécois de ce qui s'en venait. Vous savez, le canari dans la mine, ben, je me suis souvent perçu comme une espèce de canari dans une mine en disant, regardez, il y a ça qui s'en vient, là. Ça arrive, là. D'éclaireur au sens militaire? Oui, je pense que... Enfin, j'ai essayé... Et ça va dans les deux sens. Absolument. Le wokisme, effectivement, on a vu, là, arriver des États-Unis, arriver d'abord au Québec, hein, parce qu'on a quand même une petite longueur d'avance sur les Français dans ce domaine-là, si on peut le dire de cette façon-là. Mais effectivement, et on voit arriver en France beaucoup de ces idées américaines, d'ailleurs, passent par le Québec avant d'arriver ici. Et c'est parfois les Québécois, vous savez, toutes les nouvelles pédagogies, par exemple, toutes les pédagogies nouvelles, un peu alternatives à l'école, sont arrivées en France souvent par l'intermédiaire des Québécois, qui récupéraient ça aux États-Unis et qui se retrouvaient en France et donc répandaient ce genre de pratique. Christian Rioux, vous le savez, en 2019, un incendie est déclenché à Notre-Dame de Paris. Ça a créé une commotion monumentale. Des gens se recueillent en prière, etc. Notre-Dame est toujours en partie en reconstruction. Qu'est-ce que ça vous a fait de savoir que le symbole que vous avez choisi était en proie aux flammes? C'est quoi que ça vous a fait, là? La première impression, j'étais de l'autre côté là-bas. Quand c'est arrivé, juste de l'autre côté de la Seine, on ne pouvait plus traverser, c'était déjà bloqué, on voyait des flammes, mais d'abord, on n'y a pas cru. Non. La première chose, c'est qu'on n'y a pas cru, ça n'avait pas de sens, c'était pas possible que Notre-Dame brûle. Voyons, c'est ça. C'est un truc du Moyen-Âge, ça. Et ensuite, je dirais que ça a été très étonnant de voir le sentiment. Tout le monde était touché par ça. Tout le monde était ému par ça. Et le monde entier était ému par ça. Le lendemain, tous les journaux du monde entier avaient une seule page, c'est Notre-Dame de Paris. Et je vous dirais que ça a surpris les Français qui se sont dit, mais on n'est pas juste un petit pays de province, là, quelque part, perdu. Notre-Dame de Paris, c'est un symbole pour le monde entier. Vous êtes le centre du monde. Oui, et c'est un symbole pour le monde entier. Et je vous dirais que je pensais ça avant, mais au moment où ça a brûlé, ça m'a confirmé dans cette idée-là. Et c'est aussi toute l'importance, je vous dirais, des racines chrétiennes, des racines catholiques d'un pays comme la France.
Et d'ailleurs, c'est le Paris historique. Donc, Oui. même historiquement, c'est le centre, pour vrai, de Paris. C'est le centre du centre. La ville romaine, même. Limite, oui, Et donc, le lendemain de l'incendie, on avait déjà amassé des millions pour la construction de Notre-Dame. Oui, tout à fait. Donc, vous êtes correspondant à Paris à ce moment-là. Est-ce que vous vous rendez sur les lieux? Ah oui, tout de suite. Immédiatement? J'ai accouru ici. Comme ce que vous avez fait pour le Bataclan? Exactement. Je suis revenu le lendemain. J'ai parlé à tout le monde, interviewé des touristes, interviewé des... Les gens, la population, comment vous la voyez, triste? La population était... Vous êtes choqués? Était choquée, oui. Ne pouvait pas imaginer une chose pareille. Et en même temps, ça fait... On a même parlé de la fin d'une époque, quoi, parce que le symbole était tellement fort. Oui. Michel Maffesoli, sociologue, parle en Figaro de la fin d'une époque. Finalement, c'est la France qui brûlait en entier, d'une certaine façon. Oui. Cette France qui est, on le sait, menacée d'une certaine façon par l'immigration sur le plan culturel. Est-ce que vous avez vu la fin d'une époque ou pour vous, c'était pas à ce point-là? Je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire la fin d'une époque, mais ça faisait certainement, en tout cas, réaliser, comprendre la fragilité d'une culture, d'une identité. Les Français ont été un empire, ils sont nostalgiques. Je ne sais pas s'ils sont nostalgiques de l'empire, mais ils se sentent fragiles. Ils sentent la mondialisation, je dirais, a heurté les Français plus que n'importe quelle autre nation, je pense. En Europe? En Europe, certainement. En Europe, certainement. Oui, en Europe, certainement. Peut-être les pays d'Europe de l'Est qui ont une histoire particulière qui est différente, que je connais moins. Mais je pense que la France a été heurtée plus que d'autres par la mondialisation américaine, disons-le, du monde. Parce que, je vous le disais, pour moi, la France, c'est une civilisation, c'est une culture qui s'intègre de l'ancien régime aux époques modernes qui vont suivre la Révolution. Quand on est français, on vibre autant à Jeanne d'Arc qu'à Jaurès. C'est la même histoire, c'est le même peuple qui est fondu dans la même culture, la même identité, qui n'est pas une identité figée, qui est une identité en évolution, qui se transforme tout le temps, comme toutes les identités. Mais la France ressent sa fragilité dans la mondialisation. Elle n'a pas trouvé sa place dans cette mondialisation. Et l'incendie de Notre-Dame a symbolisé quand même cette fragilité. Je pense que ça a symbolisé. Parce que quand même, le symbole était plus que fort. Là. Oui, je pense que ça a symbolisé cette fragilité. Et la France, je vous dis, je le répète, elle est plus heurtée que beaucoup de pays à cause de son histoire, à cause des valeurs qui sont les siennes. La France, une vieille nation catholique, fille aînée de l'Église, on disait à l'époque. On reproche souvent aux Français de ne pas valoriser l'argent, par exemple. Ben oui, c'est très catholique de ne pas valoriser l'argent. Dépense beaucoup au resto. C'est très catholique, mais c'est pas très mondialisation. Oui, la convivialité qui est un peu en opposition peut-être à la froideur de notre époque, au communautarisme. Les gens ici se mélangent. Les gens ici se mélangent, noirs, blancs, nommez-les, homosexuels. Les homosexuels sont libres à Paris depuis je ne sais plus quand. La France enlève l'interdiction de l'homosexualité au moment de la Révolution française. Pour vous dire. Les États américains ont fait ça quelque part dans les années 70, je crois. Enfin, peut-être même plus tard pour certains. Donc je le répète, la France est heurtée par la mondialisation. Et elle souvent, elle ne sait pas comment réagir. L'opposition à la réforme des retraites, qui est un symptôme plus qu'une... qu'une véritable opposition? Oui, c'est compliqué l'opposition à la réforme des retraites, mais je pense que ce qui est en jeu là-dedans, c'est pas d'abord les retraites. Enfin, plus aujourd'hui, au début peut-être, mais aujourd'hui c'est plus ça. C'est que la réforme des retraites, cette mobilisation-là, en est venue à symboliser pour les Français justement tout ce cette révolte-là contre tout ce qui va mal quelque part, contre une sorte de déni du peuple, de mépris de la population par ses élites. On sent ça beaucoup dans le débat. Il y a une rupture entre l'establishment et le peuple, entre guillemets. Il y a une rupture très, très forte depuis les Gilets jaunes. Entre les élites françaises qui sont mondialistes, qui sont souvent anglophiles, qui sont souvent admiratrices des États-Unis, de tout ce qui vient qui sont souvent wokistes.
très souvent même dans le parti centriste d'Emmanuel Macron, et donc même à droite. Et donc la lutte contre la réforme des retraites en est venue un petit peu à symboliser cette espèce d'opposition entre un peuple qui se rassemble sur les ronds-points, par exemple. On a vu ça avec les Gilets jaunes, qui se rassemblent sur les ronds-points pour faire brûler des pneus et manger des merguez. Vous voyez, il y a une sorte de... Non, mais à chaque fois que je vois ces grandes grèves françaises-là, je vois les Français, souvent des Français heureux, heureux d'être Français, heureux d'être Français. Ils sont sur les ronds-points, ils hurlent souvent des choses un peu bêtes, pas nécessairement brillantes, contre les élites, contre les capitalistes et tout ça, mais ils sont entre eux, ils mangent des merguez, ils sont heureux. La France conviviale, qui régresse, hein, parce que la mondialisation n'aime pas ce genre de choses-là. La France est vivante. Donc, je pense que je soupçonne que les Français aiment se retrouver comme ça à un moment donné, régulièrement, peut-être à tous les 10 ans, peut-être à tous les 5 ans, dans cette espèce de grand mouvement social où ils se tâtent. Hein, ils se disent « Ah, la France existe encore. Tiens, on est des Français, on est encore là. » Au-delà de la revendication particulière ou du sujet particulier qui est en cause. Bon, quand Notre-Dame a brûlé, on a démarré un débat sur comment la reconstruire, c'est-à-dire est-ce qu'il faut la reconstruire comme à l'origine. On a parlé aussi de reconstruire, si je me souviens bien, la flèche, mais en verre. Oui. Finalement, on a opté pour la reconstruction à l'origine. Oui. Et de quelle école vous étiez? Est-ce que vous étiez pour une reconstruction intégrale ou... Je suis toujours pour une reconstruction intégrale, mais vous savez, quand la flèche a brûlé, Emmanuel Macron, qui est un progressiste parmi tous les progressistes, qui est un moderniste, mais un moderniste d'hier, vous savez, des années 80, hein, de la mondialisation heureuse, de toute cette époque-là, évidemment a dit ça va être l'occasion de la reconstruire, mais encore plus belle qu'avant. Et là, tous les Français que je connais se sont dit, mais comment on peut faire pour que Notre-Dame soit plus belle qu'elle est? Comment la rendre plus belle? Hein? La maire de Paris, qui est un peu de cette école-là aussi, voulait faire un grand centre commercial en dessous, avec un port fluvial où on arriverait, on rentrerait par... En tout cas, tout un truc. Et là encore, les Français se sont dit, mais Notre-Dame de Paris, c'est ce qu'il y a de plus beau pour nous. Touchez pas à ça. Touchez pas à ça. On n'est plus à l'époque... Vous savez, on n'est plus au début du siècle où on pouvait s'imaginer qu'on réinventerait Notre-Dame de Paris, qu'on pourrait raser ça et refaire autre chose. On n'est plus du tout à cette époque-là. On est à une époque où on essaie de préserver de la mondialisation, justement, et d'un certain nombre de problèmes aujourd'hui. On essaie de préserver ce qui nous appartient, ce à quoi on s'identifie. Parce qu'on sent que ces choses-là disparaissent ou disparaissent avec le temps aussi, mais ne sont pas aimées à notre époque, ne sont plus aimées. Et donc, spontanément, le peuple de Paris, de France, s'est dit « Non, touchez pas à ça! » Et Emmanuel Macron est obligé de dire « là, non. » Il a plié. Oui, il est obligé de se rendre à la réalité. Mais c'est pour vous montrer comment ces élites-là sont hors du monde. Sont hors sol. Ils vivent encore dans les années 80. Ils n'ont pas compris que toute cette mondialisation, le peuple en a souffert. Le peuple considère qu'il y a peut-être eu certains acquis, mais qu'il n'y a pas que du positif là-dedans. Et on dirait qu'ils n'ont pas saisi ça encore. Christian Rioux, qu'est-ce que cet attachement aux traditions, à la culture profonde, peut apprendre aux Québécois qui... s'américanise de plus en plus? Je pense qu'il y a des leçons à apprendre, mais peut-être qu'il y a surtout une communauté de combat à retrouver avec les Français. On a évidemment la même langue, on a une histoire qui est largement la même. On a des mentalités rebelles aussi, hein? Un Pierre Falardeau, on imagine ça ici. On imagine ça, là, assis au café à côté. Non, mais tout à fait. On a des différences culturelles, c'est évident, mais on a quand même un fond commun qui, je pense, peut créer
une communauté de combat là-dessus, sur ces questions-là. Et je pense qu'on mériterait à retrouver. Mais qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vont vous dire non, ça c'est du folklore, les Québécois sont plus proches des Américains, ce que vous dites c'est une autre époque, c'est les boomers qui étaient tournés vers la France, le Québec est plus anglo-américain que français. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Moi, je réponds une chose simple. Vous savez, quand les Québécois s'aiment, ils aiment la France. Parce qu'ils voient la France comme un allié, ils voient les points communs qu'on a, ils voient tout ce qu'on partage, ils voient tout ce qu'on peut faire ensemble. Parce que les Français ont aussi besoin de nous. Comme on a Pourquoi ils ont besoin de nous? Et je dis, et je termine simplement, quand les Québécois ne s'aiment pas, ben ils n'aiment pas la France. Et on est dans des années où les Québécois ne s'aiment pas beaucoup. 2 référendums, les choses vont pas si bien, les problèmes d'immigration, ça va pas très bien, problème avec le fédéral, on se voit un peu disparaître à Montréal. Hein? On peut imaginer notre disparition à Montréal, on peut la voir dans certains quartiers. Et donc, évidemment, dans des périodes comme ça, les Québécois n'aiment pas la France parce que, bon, la France reste un pays indépendant, elle reste un pays qui dans 200 ans, sera encore là. Une culture qui sera encore là, nous, c'est loin d'être assuré. Christian Rioux, nous sommes à la Librairie du Québec, près du Panthéon. Pourquoi avoir choisi ce 3e endroit? Écoutez, la Librairie du Québec s'est ouverte peu après que je sois arrivé à Paris. Et je vous dirais que c'est ce qui ressemble le plus, même si ça ne l'est pas, à ce qu'on pourrait appeler un centre culturel québécois à Paris. Nous sommes passés, il y a un certain nombre d'années, à 2 doigts d'avoir un centre culturel québécois à Paris. Monsieur Charest m'avait dit, dans le blanc des yeux, le projet est suspendu. Bon, vous savez bien qu'il était éliminé. N'empêche que la vitrine culturelle du Québec à Paris depuis 20 ans, c'est la Librairie du Québec. Et donc, c'est incontournable. C'est le lieu où viennent les auteurs québécois qui font un lancement à Paris. Mm-hmm. C'est le lieu où on se retrouve régulièrement. C'est un lieu qui symbolise la culture québécoise et Dieu sait si la culture québécoise, c'est notre porte d'entrée, nous, les Québécois, en France. Donc, c'est le lieu où tous les Québécois devraient se sentir chez eux, à Paris. Christian Rioux, comment les Français perçoivent-ils la culture québécoise et en particulier la littérature québécoise? C'est une grande question, mais... Je pense que les Français perçoivent la culture québécoise comme une culture frère, je pense. Hein? On dit qu'on est cousin, cousine, frère, qui est dans la même langue que la leur, qui est en français, mais qui est dans un contexte américain. Donc, ils s'intéressent évidemment à notre américanité, mais francophone. Ils se passionnent même souvent pour ça, d'ailleurs, d'où le grand nombre de Français qui maintenant vivent au Québec et vont étudier au Québec. Mais je pense aussi qu'ils s'intéressent en tout cas, une certaine France s'intéresse, je pense, aussi au caractère, à la résistance dont nous faisons preuve en Amérique, parce que je pense que pour les Français, c'est clair que c'est pas évident d'avoir une culture, une littérature dynamique, vivante dans le contexte minoritaire qui est le nôtre au Québec. Et ça, je dirais que c'est un exploit. C'est un exploit des années 60, 70, 80 qu'il va falloir maintenir, qui est jamais gagné. Je pense que les Français, de ce côté-là, sont admiratifs de notre permanence en Amérique. Et je vous dirais même que certains Français nous citent en exemple pour essayer de réveiller la France, parfois. C'est pas toujours justifié. Mm-hmm. Parfois, ils exagèrent sur notre dynamisme. Ils voient pas aussi qu'il y a un déclin du français au Québec. Mais il est vrai que
que parfois les Québécois sont bien placés pour essayer de réveiller les Français et les mettre face à leurs devoirs dans la francophonie et dans le monde et dans la défense du français et la promotion du français. Christian Rioux, merci de nous avoir présenté ces 3 lieux emblématiques de Paris, ces 3 lieux significatifs pour vous. Merci d'avoir accepté l'invitation de Libre Média. Évidemment, j'invite tous les auditeurs, quand ils sont à Paris, à venir visiter la Librairie du Québec à Paris, qui est un incontournable. Merci beaucoup, Christian Rioux. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.